Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Vox Hebdo sur Vox TV. Les débats de ce jour tourneront autour de la dissolution de l'Assemblée nationale sénégalaise le 12 septembre, la résurgence de la pénurie d'essence et la sortie médiatique de Jean-Félix Demba-Tello, président de la Fédération de l'opposition congolaise. Avec moi sur ce plateau, Chrysostome Fouk Zonzeka, rédacteur en chef du journal L'Horizon africain. En face de lui, Albert Mianzouguta, directeur des publications de la Semaine africaine. Et à côté de Chrysostome Fouk Zonzeka, Jean-Claude Imbou, directeur des publications du journal Présence économique. Tout de suite, nous allons passer à notre premier sujet en vous invitant à suivre d'abord cet élément. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution, et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité, je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est venue d'ouvrir une nouvelle temporalité à notre quinquennat. Alors, nous avons vu le 12 septembre, le président sénégalais, donc Bassirou Diomaye Faye, a procédé finalement à la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, Albert, est-ce que c'était l'unique option qui se présentait à lui? On ne peut pas parler de solution unique, il y en avait sans doute d'autres, mais lui, il a estimé que c'était la solution la plus directe et la plus efficace pour retrouver sa majorité donc à l'hémicycle, à l'Assemblée. Parce que il faut dire que cette majorité sortante, donc acquise à Macky Sall, commençait à lui mettre les bâtons dans les roues. Par exemple, la tentative de dissolution de deux organes constitutionnels jugés budgétivores a été enrayée par une non-majorité à l'Assemblée. Et donc, ici, il fallait, et c'est logique, on peut le comprendre, il fallait simplement rebattre les cartes et voir comment est-ce que les choses se passeraient. Nous disions la fois d'avant, nous avons abordé ce thème, que cela était en quelque sorte à l'instar de ce qui s'était passé en France, donc sous De Gaulle, et ensuite sous François Mitterrand, Jacques Chirac, François Mitterrand et maintenant Emmanuel Macron. Mais la dissolution est une arme à double tranchant qui peut vous faire retrouver une majorité revigorée à l'Assemblée lors des législatives qui sont fixées au 17 oui, est-ce qu'il n'y avait-il pas moyen de s'entendre? Il ne pouvait pas s'entendre avec cette majorité. En tout cas, lui, il a estimé que l'entente n'était pas possible et on peut le comprendre, c'est humain, je veux dire. Et ce sont des jeunes qui sont arrivés au pouvoir, ils veulent marquer la rupture avec le régime passé et pour cela, donc, imposer leur rythme, leur tempo aux réformes qu'ils jugent nécessaires de lancer au Sénégal. Et tant qu'il y avait une majorité qui disait non, là où eux disaient oui, eh bien, on ne pouvait pas aller à bon rythme et voilà. Donc, c'est normal. Oui, Clotaire, nous avons vu les agissements de, enfin, l'ancienne majorité devenue opposition. Est-ce que on peut dire que c'est cette majorité qui a poussé finalement à se faire harakiri, puisque c'est comme si elle a poussé le président vers la dissolution de l'Assemblée? Non, elle n'a pas poussé, l'ancienne majorité parlementaire n'a pas poussé le président à dissoudre l'Assemblée.
C'était déjà dans la vision du président sénégalais que d'aller dans cette option. Il faut pas oublier que, historiquement, lorsque Macky Sall avait pris la décision de prolonger l'élection présidentielle, qui a mené des manifestations, des morts, déjà cette majorité avait acté la décision de Macky Sall de repousser les élections sur 105 voix par rapport aux 165 députés qu'il y a à l'Assemblée du Sénégal. Donc déjà là, ça montrait très bien que cette majorité parlementaire n'allait pas laisser le coup de franche à ceux qui sont venus, comme on dit, forcer la porte du pouvoir, puisque eux, ils avaient tout prévu avec Macky Sall, le report. Maintenant, il y a Albert qui vient de dire quelque chose d'important. Le PASTEF, qui est donc le parti qui était arrivé au pouvoir, la coalition qui est arrivée au pouvoir, est composé de jeunes. C'est un jeune électorat aussi qu'il y a au Sénégal, qui estime que il faut qu'ils puissent mettre les institutions à leur rythme. Le président parle même de temporalité. Donc il indique très bien que ce que nous apportons est tout autre que ce que vous avez apporté. Et donc ils veulent bien que cette majorité-là, jeune, s'exprime aussi au niveau de l'Assemblée. Et ce qui est tout à fait normal qu'ils puissent y arriver à faire de telle sorte que la dissolution lui permette d'avoir une majorité de jeunes qui s'exprimeraient à l'Assemblée et qui exprimeraient ce que c'est que la vie politique aujourd'hui du Sénégal. Le 17, les Sénégalais vont repartir aux urnes pour les législatives anticipées. Diomaye Faye a-t-il les chances d'avoir la majorité à l'Assemblée? En fait, il faut dire que ce monsieur qui a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale a obéi à une promesse de campagne. Parce que pendant la campagne électorale, il a promis aux Sénégalais la réforme de certaines institutions. Et quand il prend la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, il est en communion avec les Sénégalais. Parce qu'il a besoin, fort de son taux électoral, il a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale pour travailler. Et il pense que l'ancienne majorité ne peut pas l'accompagner à accomplir son projet de société. Donc, c'est la première décision politique qu'il prend avec beaucoup de vigueur et de rigueur, parce qu'il est bien conscient que le peuple sénégalais va lui donner une majorité pour continuer son mandat. Est-ce que il a, enfin, tous les moyens pour faire? Il jouit d'une grande popularité dans ce pays. C'est vrai qu'il est sorti premier de l'élection, mais les élections législatives, c'est autre chose. Est-il sûr d'avoir les bases bien fixées pour... En tout cas, quand vous voyez l'action politique du PASTEF à Dakar et dans les localités, c'est un parti qui est en premier, donc qui a un fichier ou qui a une base électorale mûrie, beaucoup de jeunes, comme a dit Clotaire, et ça lui donne la possibilité d'avoir sa majorité, parce que le véritable problème ici, c'est la mauvaise gouvernance du système sortant. Le système sortant a tellement favorisé des gens dans la corruption, ils se sont enrichis et que le bas peuple estime qu'il faut les sanctionner. Donc pour les sanctionner, c'est qu'il fallait passer par là pour que le système passé puisse avoir moins des élus au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, Clotaire, c'est aussi votre avis. Il pourra facilement avoir la majorité Cela dépendra justement de Sénégalais eux-mêmes d'abord, s'ils le pensent. Parce que de toutes les façons, cette jeunesse-là qui veut à tout prix transformer les choses devrait vraiment se surpasser et essayer de composer aussi avec les autres. Il faut pas oublier que Bassirou Diomaye Faye est passé avec 50 et quelques pourcents, 54%. C'est pas un fort taux pour électoral
comparativement à ce que nous avons sous les tropiques ici. Mais ça signifie très bien que à 54%, il faut vraiment aller au-delà et aller chercher un peu plus loin. Maintenant, il y a la volonté justement de ces jeunes-là qui estiment qu'ils ont été lésés pendant longtemps, qu'ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Il ne faut pas oublier que l'ancienne majorité était composée des caciques, comme dit Fouque, qui passaient leur temps à plus s'enrichir, à plus poser des bases qui leur permettaient de perdurer dans le système politique, et que aujourd'hui, il y a une majorité qui ne veut plus de ce système. Il faut aussi le reconnaître que l'usure du pouvoir est dans. Le Sénégal est un pays qui est en pleine émergence, avec des disparités qui font que des jeunes vont mourir dans la mer parce qu'ils ne se retrouvent pas. Ils ne voient pas tranquillement, ils ne voient pas concrètement ce qu'il y a leur amène dans l'assiette et qu'ils veulent vraiment sortir de cette situation-là. Il faut leur donner une chance. C'est aussi mon avis, le Albert. Est-ce que vraiment il est sûr, on peut être sûr qu'il y aura cette émotion? Être sûr, c'est un pari risqué. Comme je le disais, toute dissolution amène avec elle son lot d'incertitudes. On ne sait pas si, dans l'enthousiasme de ceux qui applaudissent aujourd'hui, sortira aussi la main qui va se confirmer, se prolonger dans l'urne en disant, voilà, nous voulons, nous maintenons Diomaye Faye et son équipe Sonko au pouvoir. Il y a des tentatives qui se sont mal terminées. En France, nous le suivons. Cette tentative, cette témérité, diraient certains, a tourné un peu à l'eau de boudin. Mais c'est le jeu politique. Et alors, ce qu'il y a, c'est que nous oublions souvent qu'il y a une popularité des régimes en place dans Dakar et dans son pourtour. Dakar qui est une ville importante, mais le Sénégal est un pays rural aussi. Et donc, dans cette ruralité où plutôt les caciques sont privilégiés, où les gens s'arriment beaucoup à la terre, au terroir pour faire de la politique, on pourrait avoir des résultats un peu surprenants pour le 17 novembre prochain, mais enfin, on ne peut préjuger de rien. Ok, on peut préjuger de rien. Nous allons donc attendre après le 17 pour voir ce que donneront les résultats de l'élection législative anticipée au Sénégal. Merci beaucoup pour avoir débattu autour de ce sujet, ce qui nous amène à aborder notre deuxième sujet relatif à la résurgence des pénuries d'essence. Une pénurie que nous avons observée la fin de la semaine passée et le début de cette semaine que nous terminons. L'affaire de pénurie du carburant refait surface dans la capitale. Les automobilistes qui utilisent le super, autrement dit l'essence, peinent depuis 2 jours pour s'approvisionner à ce produit d'hydrocarbures. 2 scénarios importants vécus sur le terrain, une station-service vide, une autre où les clients se bousculent. Les files d'attente des véhicules attirent l'attention de tous. Depuis le samedi, on a remarqué qu'il y avait pénurie de carburant. Donc jusqu'à ce matin, nous on est là stationnés, garés, à attendre qu'il y ait livraison. Ça nous déçoit parce que nous, on a des enfants, là bientôt la rentrée, on se prépare. Mais déjà quand il y a pénurie, déjà 3 jours, nous ça ne nous arrange pas. Les patrons aussi ça ne leur arrange pas. Et beaucoup de personnes, ça ne leur arrange pas le déplacement. Il y a des prix d'augmentation, de courses, ça n'arrange personne. Ce problème récurrent qui survient à 20 jours de la rentrée scolaire ne concerne pas pour l'instant les consommateurs du gazoil. Je viens d'acheter le gasoil à la station. Ce matin on s'est réveillé. Depuis hier il y a pénurie d'essence, mais malheureusement il n'y a que l'essence, mais le gasoil il y en a. Aucune information officielle ne précise les raisons de la rupture de stock du super. De ce fait, la responsabilité de l'État est pointée du doigt.
lorsqu'il y a pénurie, on doit quand même informer les usagers de la route. Parce que hier, d'abord, pour se déplacer dans la ville, il y avait un problème avec la pénurie de carburant. Et ça a permis que les taxismen étaient un peu capricieux dans la route. On veut que quand même les autorités habilitées dans ce secteur qu'ils nous disent pourquoi il y a ce pénurie. Aucune information, on est là, stationné, on attend les nouvelles. Il n'y a pas d'infos, tout est calme, comme s'il n'y avait rien. C'est un problème d'organisation. Nous sommes un pays pétrolier. Un pays pétrolier, s'il vous plaît. Il y a des pays qui ne sont pas des pays pétroliers, mais qui n'ont pas de problème de pénurie. Mais comment se fait-il qu'on a toujours ces problèmes de pénurie? C'est-à-dire qu'il faut mettre tout le monde à l'aise. C'est-à-dire que tout celui qui gère un poste doit être très responsable et sérieux. Depuis plus d'une décennie, le Congo, pays producteur de pétrole, connaît 1 ou 2 fois chaque année la pénurie du carburant. Alors depuis samedi 7 septembre, il y a eu pénurie d'essence. La pénurie est arrivée jusqu'au lundi, jusqu'au mardi 10. Alors messieurs, est-ce que c'était une surprise ou quelque chose qui est devenu habituel, Clotaire? C'est généralement dans la période de mars, avril, que l'on révise cette raffinerie. Et que ça ne pouvait pas être du côté de la raffinerie, puisque cette raffinerie traite 1 million, d'une capacité de traitement d'1 million de tonnes par an de produits pétroliers bruts. Et c'est quand même curieux que nous puissions chaque fois nous retrouver dans une société qui est censée consommer quelques 600 et quelques millions, plutôt 600 et quelques 1000 tonnes de produits pétroliers, que nous puissions nous retrouver dans cette situation-là. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que nous avons vraiment des managers à la hauteur de gérer de telles structures? Quand je dis des managers à gérer de telles structures, ça signifie très bien que de la fabrication du produit à l'acheminement du produit dans les grandes villes, donc principalement Brazzaville, nous avons un chemin de fer qui est totalement inopérant, et donc on le voit très bien, la capacité de cette entreprise à transporter le courant de manière efficiente. Ce n'est pas que ceux qui dirigent le chemin de fer ne soient pas à la hauteur de le faire, mais ils sont dans l'incapacité de le faire parce que c'est un chemin de fer qu'il faut totalement renouveler. La deuxième chose que nous avions, on nous a promis, les pouvoirs publics nous ont promis la création d'une deuxième raffinerie dans la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Et jusqu'aujourd'hui, le contrat a été signé et on entend toujours parler de cette même chanson qui revient, qu'il y aura une deuxième raffinerie à Pointe-Noire qui va traiter 2,5 millions de tonnes par an. J'estime que par la suite, quand il y aura la création de cette nouvelle raffinerie par la société chinoise qui avait déjà acté avec le Congo, qu'il y aura enfin une concurrence entre les deux raffineries, ce qui nous permettrait d'être à l'abri de ce type de phénomène. Pourra-t-on mettre fin à ces cycles de pénurie quand la deuxième raffinerie prendra service? J'espère que nous n'en serons pas à la situation où nous en sommes pour l'électricité. C'est-à-dire, pour l'électricité, on nous avait dit que la construction du barrage d'Imboulou allait régler le problème, ensuite celui de l'Iweso, ensuite la réparation sans doute à Mukukulu, que tout cela allait réguler les choses pour que nous n'ayons plus de pénurie, mais ça, sous nos yeux, visiblement, nous n'y sommes pas parvenus. Les délestages continuent, qu'on les appelle délestages d'ailleurs, ou blackout, c'est habiller une vérité d'un parlement qui ne trompe personne. Donc ici, est-ce que l'année dernière déjà, il était annoncé que finalement désormais, c'était le ministre Claude Richard Itois qui le disait, Bruno Jean Richard Itois, qui l'annonçait avec grande certitude. Désormais, les choses vont repartir
en bon ordre et donc nous n'aurons plus de problème de pénurie. Or, il se trouve que chaque année, au troisième trimestre de l'année, nous butons toujours contre ce problème de manque de carburant, de manque de gasoil même parfois. Si cette fois-ci ça a été exempté, mais il est arrivé des moments où... Donc, moi, je n'y crois pas, personnellement, mais je n'y crois pas, je vous dirais, je dois être sincère, je n'y crois pas parce que j'ai des chiffres qui démontrent que non. C'est simplement que ce que les juristes appellent la jurisprudence m'a enseigné que finalement pour les institutions congolaises, dès qu'une promesse est faite et qu'elle va dans le sens du mieux, attendons-nous au pire. Et voilà, c'est ça. Alors, Chrysostome Fouque, est-ce que peut-on comprendre les autorités finalement qui ne donnent aucune information parce qu'elles ont trop promis ou devant les faits, personne ne donne l'information sur la cause de la pénurie. La population est livrée à elle-même. Oui, la population est livrée à elle-même. Elle est surprise de l'attitude des autorités. Parce que quand on est en responsabilité, le devoir t'emmène à informer. Il y a telle ou telle situation, il faut que l'autorité monte au créneau pour expliquer afin d'apaiser les populations. Or, généralement, au Congo, quand on est devant ou on est dans des situations, l'autorité ne réagit pas. Celui qui est concerné ne monte pas au créneau pour dire si on a telle situation parce qu'on a ceci ou on a cela. Je ne reviens pas à ce que Clotaire disait sur la raffinerie, mais on a suivi la délégation congolaise en Chine où le ministre des hydrocarbures a visité de l'entreprise qui est en charge de monter la fameuse raffinerie. Donc vous voyez là aussi le temps que ça a pris. On a signé le contrat devant tout le monde, on n'a pas livré la raffinerie, on a dit que la raffinerie livrée n'était pas dans des normes requises pour que ça soit installé au pays. Mais c'est beaucoup d'années plus tard, nous nous rendons compte que le ministre visite son partenaire pour voir comment on est en train de monter cette raffinerie. Donc vous voyez un peu ce micmac-là dans la gestion du pouvoir dans notre pays. Le problème est que est-ce qu'on peut faire une projection que quand cette raffinerie verra le jour, les problèmes de la pénurie vont être élagués. Oui, on peut dire que les choses pourraient s'améliorer parce qu'il y aura ce qu'on appelle de la compétitivité. Il y a une raffinerie qui est gérée par la CORAF, une autre certainement, il y aura le privé, et que dans la manière de faire et de livrer le produit, ça serait que le produit soit visible sur le marché et que les gens puissent en procurer afin de régler leurs besoins. Merci beaucoup, merci. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce deuxième sujet. Nous allons donc attendre l'entrée en service de la deuxième raffinerie pour nous rendre compte que les pénuries ont vraiment disparu. Nous allons observer une pause. Nous nous retrouvons après.